Écoutez, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Cercle pour les managers de transition. Nous recevons différents cabinets, entreprises de management de transition, et ce, presque chaque semaine, vous le savez. La semaine dernière, c'était Kint Partners. Nous allons échanger aujourd'hui avec Vita, ou Vita l'émission, hein, pour ceux qui le connaissent sous son nom étendu, on va-t-on dire. Donc nous allons les recevoir dans quelques instants. Je vous montre simplement, avant de leur passer la parole, je vous montre simplement l'ordre du jour de cette heure que nous allons passer ensemble. Voilà, ordre du jour qui est le suivant. Je vais présenter le cercle en quelques minutes ou en 3 slides, comme je le fais d'habitude pour ceux qui ne connaissent pas. On va passer ensuite la parole à Claude Giraud, que je vais vous présenter, qui est associé chez Vita, ainsi que Sébastien Gross, qui est directeur de l'activité, directeur du développement de Vita l'émission. Ils vont nous présenter le cabinet, ils vont nous présenter leurs particularités, nous parler d'un outil qu'ils utilisent quand ils reçoivent les managers de transition. Ils feront un test en direct d'ailleurs sur l'un d'entre nous. On verra qui. Je le connais déjà. On passera ensuite aux questions-réponses sur leur outil, sur le cabinet, sur le marché. Vous serez libre évidemment de vous exprimer comme vous le souhaitez. On fera un tout petit sondage également pour recueillir vos souhaits d'amélioration. Et puis on conclura. Voilà, allez, je commence par présenter le cercle pour ceux qui ne connaissent pas. Attendez, je suis en train de jongler. Ah bah dis donc. Voilà, on était sur l'ordre du jour que revoilà. Le cercle, pour ceux qui ne connaissent pas, est une initiative qui a été lancée il y a 2 ans pour centraliser, concentrer l'ensemble de l'information sur le management de transition, pour aider les managers de transition. Donc, sur 4 grandes thématiques, vous les voyez à l'écran, hein, trouver une mission, partager, réseauter, gagner en visibilité et se former, s'informer. Voilà, vous avez à disposition une 50aine de services, dont les plus prisés sont les 3 premiers en haut à gauche, hein, les offres de mission qui sont publiées sur Internet par des cabinets ou qui me sont transmises de plus en plus par des entreprises de management de transition. Un annuaire des 111 cabinets EMT qui existent en France, il en existe un petit peu plus d'ailleurs, que je rajouterai dans les jours qui vont venir. Et puis un autre annuaire, celui des 387 contacts, qui sont les 387 personnes à contacter donc dans ces cabinets. Voilà pour les services principaux. Attendez, j'essaie de fermer une fenêtre. Voilà, vous avez ici un exemple de ce qu'est l'annuaire des entreprises de management de transition. Vous avez ici un exemple d'une partie des 387 contacts. Et puis, sur le dernier slide que voilà, eh bien, un exemple aussi de missions qui sont publiées sur Internet ou qui me sont transmises. Il y en a eu déjà 2100 publiées sur le cercle depuis sa création il y a 18 mois. Voilà pour ce qui est de la présentation du cercle. On y reviendra plus tard si vous le souhaitez, mais là n'est pas l'objet principal de la soirée. Je vais laisser la parole à Sébastien Gross qui va se présenter, ainsi qu'à Claude Giraud, qui vont tous les deux nous présenter Vita, nous présenter à la fois
l'entreprise, le cabinet de management de transition qu'ils ont créé en 2013, il y a 9 ans déjà, nous présenter les outils qu'ils utilisent et notamment le VHA, mais Claude et Sébastien nous diront exactement ce que c'est que tout ça. Et nous passerons à un cas pratique. Je voulais simplement, avant qu'on démarre avec eux, vous mettre à l'écran un tout petit sondage pour savoir si vous connaissez ou pas Vita, qui est une entreprise de management de transition qui a déjà, on va dire 7 ans d'activité véritablement, mais qui ne fait pas partie des grandes. Dites-nous d'un clic si vous connaissez Vita ou pas, et j'afficherai les résultats dans quelques secondes quand un nombre conséquent de l'auditoire aura répondu. Voilà, écoutez, pour l'instant, 87%, il y a plus de succès qu'aux élections d'hier d'ailleurs. 87% ont répondu. Allez, je mets fin au vote et je partage les résultats. Vous voyez, vous êtes en fait, oui, voilà, vous êtes 17% à connaître Vita, mais une très grosse majorité à ne pas le connaître. Donc, c'est l'occasion de découvrir cette structure, les personnes notamment qui l'animent. Vous avez vu les résultats à l'écran, on est d'accord, hein? Oui. D'accord, donc j'arrête ça. Et voilà, je passe la parole à Claude ou Sébastien qui veut commencer parmi vous deux. Sébastien? Je prends la main dans un premier temps, si ça vous convient. Donc, bonjour à tous. Merci de votre invitation, François. Moi, je suis Sébastien Gross. J'assure le développement de Vita depuis 4 ans maintenant. Alors, j'ai aperçu quelques visages, je reconnais certains noms. Donc, ce sont peut-être ceux qui ont dit oui, Vita, je connais. C'est l'occasion d'élargir. Vita est un cabinet exclusivement orienté management de transition. Nous pratiquons le mode mission depuis 2013, comme François le disait. Véritablement, depuis maintenant 5 ans, nous avons professionnalisé la structure. À l'origine, Vita, c'est toujours le cas d'ailleurs, nous le conservons, a un ancrage historique dans le Grand Ouest. Nous disposons de bureaux à Nantes et Rennes. Pour autant, le marché de la transition, vous le savez très bien, nous amène à être extrêmement éparpillés géographiquement. C'est-à-dire qu'une bonne partie de nos missions, peut-être 40% encore, sont des missions qui sont menées à Paris ou en région parisienne. Si on doit d'ailleurs faire une photo des missions ouvertes aujourd'hui ou des recherches que je mène, elles nous conduisent donc à Paris, comme dans les Hauts-de-France, comme en Alsace, comme à Lyon, comme en Normandie, et puis sur les terres où nous sommes nés, la Bretagne et les Pays de la Loire. Le positionnement qui est le nôtre, c'est celui du mode mission, des missions plutôt consistantes. Nous avons une durée moyenne de 8 mois et demi, toutes fonctions confondues, et avec 2 grands piliers dans notre activité. D'une part, les métiers techniques, les métiers liés à l'usine, à l'industrie et les métiers de flux. J'y intègre la supply chain et la logistique. Ça représente peut-être 40% de nos missions totales. Et puis, un deuxième pilier d'activité qui est le plus natif de la transition, qui concerne les fonctions support. Donc, nous sommes régulièrement sollicités sur les fonctions finance, RH, IT, juridique, direction générale. Le portefeuille client qui est le nôtre, du coup, il est extrêmement diversifié, mais quand même avant tout industriel, je dirais, avec une bonne part également qui s'y ajoute, et là je reviens au métier de flux, la distribution. Nous avons de solides entrées auprès d'acteurs de la grande distrie, de la distrie spécialisée, voire même parfois du transport et de la logistique. Et nous sommes assez régulièrement sur des recherches type responsabilité de plateforme logistique ou responsabilité supply chain.
Si on doit tirer deux spécificités, peut-être de notre positionnement avec Vita, la première, c'est le modèle contractuel que nous adoptons. Nous avons fait le choix du contrat d'intérim, c'est-à-dire que Vita intervient dans la législation du travail temporaire. Vita salarie le manager de transition, donc il est salarié, le temps de sa mission, et le met à la disposition de notre client. Ça suppose que nous sommes dans un cadre, celui de l'intérim, qui est extrêmement sûr et à la fois extrêmement souple. Nous avons fait ce choix-là aussi parce que la législation du travail temporaire vous permettrait d'avoir autorité dans l'entreprise. Elle vous permet de porter mandat social si c'est nécessaire. Elle vous permet de négocier. Elle vous permet de recruter ou de licencier. Elle vous permet de vous asseoir en face des représentants du personnel. Le contrat d'intérim permet aussi d'éviter tout risque de requalification de contrat et tout délit de marchandage. Donc pour nous, c'est aussi une façon de nous sécuriser et vous sécuriser comme de sécuriser notre client. La deuxième spécificité, c'est celle que nous avons long abordée, et je laisse le soin à Claude qui maîtrise parfaitement cette question d'approfondir. C'est que dans le cadre de nos recrutements, nos recherches, nous proposons à nos candidats de répondre à des questionnaires de connaissance de soi. Nous allons mettre l'accent sur un en particulier qui s'appelle le VHA, que nous utilisons, non pas pour faire un choix, bien sûr, mais pour aider à convaincre le candidat quand il est dans sa situation d'entretien, de l'aider aussi à faire bouger les lignes et à transformer si c'est nécessaire lorsqu'il est en mission. Donc, c'est plutôt un outil de connaissance de soi pour vous, et c'est aussi un outil d'intégration qui peut être appréhendé par le client pour savoir comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous intuitez et comment est-ce que vous allez faire bouger les lignes une fois que vous êtes en mission. Merci Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme Sébastien l'a évoqué, en fait, on va faire un test grandeur nature puisque François a eu la gentillesse de se prêter à l'exercice. Je vais vous partager, vous me direz si vous avez ça à l'écran, normalement oui. Je pense que tout le monde a accès à l'outil. En fait, on va travailler sur le profil et on va faire une restitution. Alors, je vais le faire de manière synthétique, bien évidemment. Mais en fait, je vais restituer le profil de François comme on le fait de manière systématique à nos candidats. Pour repréciser les choses, compléter les choses par rapport à ce que Sébastien a évoqué, bien évidemment, ça n'est qu'un outil. En aucun cas, ça ne se veut ni la vérité absolue. Pourquoi ? Parce qu'on est sur la patte humaine et en fait, un individu, il ne se résume pas à des graphes de couleurs. Pourquoi on a fait ce choix-là ? Parce que l'approche, en fait, qui est celle de Vita, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'adéquation sur le plan du mindset, sur le plan du profil entre la candidate, le candidat, manager de transition et le client. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à compétences égales, et souvent on est amené à présenter bien évidemment plusieurs managers de transition, c'est souvent le choix des clients, vous connaissez ça par cœur. L'objectif, c'est de se dire en quoi l'adéquation va être la plus rapide possible. Alors, l'outil VHA, en fait, est un outil qui s'appuie sur des choses que vous connaissez vraisemblablement. Certains ou certaines d'entre vous ont dû croiser des outils tels que le MBTI ou le DISC. Le VHA est un outil qui est français, qui a été créé par Pierre Delbé, qui est un psychologue angevin, qui est toujours de ce monde, et puis repris ensuite par TGS, qui a développé, qui est allé un peu plus loin. Cet outil, en fait, il s'appuie sur les travaux de Ted Herman. Ted Herman était en fait le patron du développement chez GE dans les années 70 et entouré de 400 ingénieurs. Au regard de l'observation, il a décrit et il en a fait un certain nombre de modèles. C'est encore ce qui sert aujourd'hui de référence. Alors, comment ça fonctionne ? On va aller ici. Ce que vous avez sous les yeux qu'on appelle hémisphère, donc on parle de François encore une fois, on imagine qu'on a ouvert la boîte crânienne. Donc c'est sympathique avant le dîner. Le graphe de gauche, cerveau gauche 48%, c'est en fait ce qu'on va traduire comme étant le siège du faire et du savoir-faire. Cerveau droit 52%, c'est le siège de l'intuition.
La caractéristique différenciante, c'est quoi? C'est que les cerveaux droits, dont François fait partie, vont avoir ce qu'on appelle une adaptabilité immédiate forte. Quand on parle d'adaptabilité immédiate, on ne parle pas d'adaptation, c'est une composante. En fait, elle va s'apparenter à l'agilité. Et on verra après que l'agilité est plus forte chez les cerveaux droits que chez les cerveaux gauches, pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus rapides, mais simplement parce qu'on est sur le champ intuitif. À l'inverse, l'agilité sera plus faible chez les cerveaux gauches parce qu'on verra que c'est né de l'acquisition, ça s'inscrit dans le temps. Donc ça, on va avoir une première dimension là-dessus. Ensuite, classiquement, l'outil vient opérer un découpage horizontal. En haut, c'est ce qu'on va appeler le cortical, qui est le siège en fait de la réflexion. C'est là que le cortex se loge de la boîte crânienne, 45% en l'occurrence. Et en bas, c'est ce qu'on appelle le limbique, donc la partie basse du cerveau, les limbes, 55%, qui est le siège de l'action et de la réaction. En lecture rapide, François, il est plutôt intuitif et un peu plus marqué vers l'action et la réaction. Une fois qu'on a dit ça, on n'en tire pas de conclusion. Ça, c'est uniquement pour expliquer l'outil. Ce qui va nous intéresser, c'est en fait, il y a deux éléments. Ce qu'on appelle le profil préférentiel, que vous avez à gauche, qui n'est autre que le résultat de la superposition de ce qu'on a vu précédemment. Donc, logiquement, ça nous donne 4 thèmes. On va appeler potentiellement des dominantes ou des préférences cérébrales. Pourquoi parle-t-on de dominante ou de préférence? C'est assez simple. Lorsqu'on a demandé à François de remplir le questionnaire, ça se remplit environ une quinzaine de minutes. On l'a contraint à devoir opérer des choix parmi les réponses proposées, avec de temps en temps un dilemme. Vraisemblablement, on débriefera après. Alors, je tiens à préciser que je ne connais absolument pas François, hein, donc on fait vraiment en live, et je le remercie de s'être prêté au jeu. Donc, dilemme, pourquoi? Parce que tenter à certains moments de cocher toutes les cases ou à l'inverse, de n'en cocher aucune. On va considérer qu'on est en présence d'une préférence ou d'une dominante lorsque la pondération sera supérieure ou égale à 25%. Comme 4 fois 25, ça fait 100. Ça veut dire que l'individu dans l'absolu, dont vous faites partie bien évidemment, peut être doté d'une préférence, deux préférences, trois préférences, quatre préférences. Bien évidemment, le fait d'être mono ou multipréférentiel n'opère pas de lien en fait avec un dimensionnement intellectuel. On est vraiment sur ce qu'on appelle dans le jargon, c'est le mode de câblage de l'individu. Alors, ce que je vous propose, c'est que je rentre dans le détail du profil préférentiel, et puis on pourra peut-être passer d'abord la parole à François pour voir si effectivement il se retrouve dans ce que j'ai évoqué et répondre à certaines de vos questions, puis ensuite on traitera la partie comportementale. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans le profil de François? On voit qu'il est tridominant, puisqu'en fait, il a une première dominante pratique, une deuxième affective et une troisième créative. À titre d'information, en termes statistiques, les tridominants, c'est un peu moins de 20% de la population. Première dominante pratique, cerveau gauche, ça fait de François, en fait, quelqu'un qui va se révéler à travers l'efficacité. Efficacité au regard de deux axes. Un, une orientation résultat extrêmement forte. C'est-à-dire que François, vraisemblablement, le matin, quand vous vous levez, naturellement, la première question qui vient à l'esprit, quel objectif est le mien? Et le deuxième élément qui va renforcer cela, c'est le fait de l'expérience dont vous allez vous nourrir. Ce qui fera qu'en situation donnée, vous ferez naturellement, j'allais presque dire mécaniquement, référence à l'expérience, avec deux alternatives. J'ai été confronté à ce type de situation. Les choix opérés à l'époque se sont avérés les bons, ce qui va vous amener à reconduire et voire à améliorer, on verra pourquoi après, ou à l'inverse, à corriger le tir si les choix que vous aviez faits à l'époque n'étaient pas les bons. Ce qui fera que la courbe d'apprentissage des pratiques, elle est lente dans le temps, mais éminemment robuste. Ce sont des profils de faiseurs. Ça veut dire que François est quelqu'un qui, a priori, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, on est prudent, va aimer faire, va aimer tester, va aimer expérimenter. Si je dis à François, attention, la plaque est chaude, vous allez vous brûler, je peux le dire autant de fois que je veux. Tant que François n'aura pas approché la main près de la plaque par lui-même pour se rendre compte qu'effectivement c'est chaud, ça peut prendre un peu de temps. Il y a un côté un peu Saint Thomas, en fait, chaque pratique. Ce sont des profils qui sont très à l'aise dans des environnements connus, qui vont être à l'aise avec des environnements efficaces, des environnements de déploiement, parce qu'en fait, il y a un respect des modes opératoires qui est assez présent. Profil, encore une fois, éminemment pragmatique, hein, ce sont vraiment des creuseurs de sillons.
Autre caractéristique du pratique, ce sont des gens qui sont à l'aise avec des tâches répétitives, voire routinières. Alors, ça ne veut pas dire qu'un pratique, François en l'occurrence, va prendre un plaisir incommensurable à faire toujours la même chose, mais à l'inverse, ce n'est pas un frein. Et ça, c'est important, j'anticipe par rapport aux missions qui peuvent être confiées, notamment au manager de transition. Profil également qui va fonctionner par objectif. Et par rapport à ça, à partir du moment où j'ai donné un objectif, c'est un profil qui va se nourrir d'autonomie. Si je fixe un objectif à François en lui disant « je vous donne 3 semaines » et puis vous me faites un diagnostic sur la gouvernance de l'entreprise et que je m'arrête là, tout va bien. Si par contre, au bout de 48 heures, je suis déjà de retour en disant « bien évidemment, dans l'audit que je vous ai demandé, j'aimerais bien que vous puissiez regarder ce qui est de l'ordre des compétences, ce qui est de l'ordre de la gouvernance, ce qui est de l'ordre des processus », et qu'une semaine plus tard, je viens de revoir François en le sollicitant, en lui disant « est-ce que vous avez commencé à travailler sur mon sujet ?» il est peu probable que ça fonctionne dans la durée. Pourquoi? Parce que le besoin d'autonomie est important. Le point de vigilance qui en découle, c'est quoi? C'est que quand on vient mettre en perspective cette orientation résultat forte avec le fait d'aimer faire, d'aimer tester, d'aimer expérimenter, eh bien, on peut considérer que la délégation ne serait pas naturellement le premier talent de François. Alors, bien évidemment, ça va être à pondérer parce qu'elle fait de l'expérience et autres. Mais on est bien sur les fondamentaux. Deuxième dominante, si je continue en cet ordre-là, l'affectif. Donc là, on change de côté. L'affectif, c'est ce qu'on appelle en fait l'interpersonnel. Ce sont des profils qui vont se caractériser par le goût du contact, le sens du contact. On laisse François tout seul 48 heures, il sera malheureux comme les pierres. Ça ne signifie pas qu'il ne sait pas travailler tout seul. Ça veut dire que l'efficacité, l'épanouissement s'exprimera au travers d'une collectivité de travail. Ce sont des profils qui ont une grosse capacité d'écoute, mais une écoute qui est empathique. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle en mon jargon de manière un peu triviale, une écoute tripale. C'est-à-dire que François va écouter avec le cœur. Profil qui est doté d'une forte sensibilité, d'une sensibilité qui va être intuitive. On positionne François dans un groupe de gens complètement inconnus, quel que soit l'environnement, personnel ou professionnel, et bien naturellement, il va sentir les choses. Ce que j'appelle en fait, dans mon jargon, le syndrome de l'émissaire. Ce sont des profils qu'on va envoyer, je pense notamment aux fonctions RH, sur les barricades en cas de conflit collectif pour percevoir les choses, pour prendre la température. Forte sensibilité, on l'a évoqué, ça va s'accompagner aussi par un besoin de reconnaissance. Quand on dit reconnaissance, c'est pas, je vais être un peu trivial, c'est pas le fait de passer la pommade dans le dos. Il faut l'entendre au sens du feedback. Plus je serai en capacité, si je suis le patron François dans le cadre de sa mission, d'opérer un feedback sur les réalisations, plus ça sera efficace. D'accord ? Au-delà du fait que, bien évidemment, la courbe de motivation, elle va être ascensionnelle. Le point de vigilance de l'affectif, c'est le poids de l'affect. C'est le fait potentiellement de privilégier la qualité de la relation au détriment du résultat. Je prends un exemple. Nous sommes en entretien de qualification avec François. François a un entretien avec Sébastien. On débriefe à l'issue de cet entretien. Il est probable qu'il reste positif et confiant en disant « j'ai eu un bon échange ». Bon. Et puis, dans le processus, il y a un deuxième entretien, mais cette fois-ci qui est prévu avec moi. Et là, je vais reprendre ma casquette d'ex-Valéoman des années 90 avec un registre beaucoup plus agressif, potentiellement, qui va être beaucoup plus intrusif. Je vais chercher à le déstabiliser. Il est possible qu'à l'issue de ce second entretien, la réaction de François puisse être de dire « de toute façon, je pense que ça ne marchera pas ». Pourquoi? Parce que je n'ai pas senti l'interlocuteur, qui était plutôt désagréable, peu dans l'écoute. Si on se met un peu en distance, les premiers filtres en fait, qui vont amener François à cette première conclusion, ils sont inhérents à la tonalité ou à l'harmonie de la relation, au fait que l'entretien soit bien passé. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, ce n'est pas parce que l'entretien s'est bien passé que la mission elle est décrochée, mais l'inverse est vrai aussi. Voilà. Troisième dimension, puis on débriefera après, le créatif. Alors, le créatif, il faut l'entendre au sens du conceptuel. C'est un profil qui se caractérise par le fourmillement d'idées, c'est-à-dire une capacité à générer des idées très nombreuses sur des espaces-temps très courts. Donc, bien évidemment, c'est le siège de la créativité et de l'imagination. Ce sont des profils qui sont mus par la nouveauté, par la variété.
des profils qui vont vite, qui ont toujours un coup d'avance. D'accord ? Ce qui d'ailleurs va générer, ce qui peut générer un certain nombre de points de vigilance. Le premier, c'est sur le plan de la communication. Pourquoi ? Parce qu'entre la vitesse de la pensée et la façon dont François va tenter de la traduire avec le bon wording, la bonne fenêtre de tir, le bon vecteur, je peux générer une forme de distorsion. Ce qui fait qu'à un moment donné, si François s'adresse aux équipes, les collaborateurs peuvent se dire « ça va trop vite pour nous, on va avoir décroché ». Sachant qu'à l'inverse de l'affectif, le créatif, lui, il ne brille pas par son écoute. C'est un homme ou une femme de challenge, donc encore une fois, qui va éminemment vite, qui est nourri par ce besoin de nouveauté et de variété, qui lui confère de l'agilité, pour le coup, cette capacité à passer d'un sujet à l'autre très rapidement. Profil qui, de temps en temps, est impatient d'ailleurs. Ça peut amener François, le cas échéant, on verra s'il confirme ça, à finir les phrases à la place de son interlocuteur. Pas parce qu'il sait, mais parce qu'il voit déjà où l'interlocuteur veut en venir. Peut-être qu'avant de dormir, François, le soir, vous prenez un livre pour opérer ce que je vais appeler un sas de décélération mentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça génère une activité cérébrale qui est extrêmement forte. Profil qui, à l'inverse du pratique, va être très à l'aise avec les règles. Le créatif, il est très à l'aise avec les règles, mais surtout celles qu'il définit lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un côté autonome, tendance indépendantiste, si je suis un peu réducteur et caricatural. Ça veut dire quoi, c'est important ? Ça veut dire que ce sont des profils qui, dans le cadre d'une mission notamment, vont avoir besoin de marge de manœuvre, vont avoir besoin d'espace. Donc, vous commencez à voir l'intérêt en fait de l'outil, à la fois pour vous, mais également pour celui ou celle qui est amené à piloter en fait la mission. Dernier point, enfin deux derniers points. François, en fait, il a un double profil et un profil de commando. C'est l'association créatif-pratique. Pourquoi ? Parce que le créatif est très à l'aise en situation inconnue. Il va lui permettre en fait d'identifier les solutions à mettre en œuvre et le pratique à mettre en œuvre. D'accord ? Ça veut dire que le choix de la transition, en ce sens-là, il a du sens. Pourquoi ? Parce que vous êtes souvent confronté à de la crise ou du redressement et à devoir aller très vite. Bon. Et puis, le dernier point, c'est que le fait que François ait un profil en dominante dite opposée, cerveau gauche, enfin dominante cerveau gauche, dominante cerveau droit, peut générer ce qu'on va appeler des micro-conflits. Est-ce que j'écoute ma petite voix pratique qui me dit les dernières fois que j'ai été confronté à ce type de situation, la méthode B s'est avérée la bonne, ou est-ce que j'écoute ma petite voix créative qui me dit je commencerai bien par la méthode F parce qu'en termes de feeling, je la sens bien, ce qui peut générer en fait des allers-retours. Voilà, ça sera la même chose entre le pratique et l'affectif. Comment ça résonne, François? Peut-être vous laisser le manche parce que c'est vous qui êtes concerné d'abord. Merci. Écoutez, attends, on peut peut-être arrêter le partage d'écran pour quelques instants, peut-être. Mais en effet, je suis assez scotché parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas du tout. Claude Giraud, j'ai eu au téléphone une fois, j'ai eu deux, trois fois Sébastien, mais on ne se connaît absolument pas. Et l'analyse que vous faites je pense, 50, 60 questions auxquelles j'ai répondu, là, elle est juste, mais incroyablement juste. Enfin, dans 95% des cas, enfin, je suis vraiment très, très étonné par la justesse de l'analyse. Alors, il y a un petit sujet simplement, c'est la partie logique qui n'est qu'à 19%. Je pensais être quelqu'un de logique, mais l'importance des trois autres, voilà, de la créativité, de l'affectif et du côté pratique est plus importante que la partie logique. Ce que je peux faire, François, si vous le souhaitez, c'est donner l'éclairage sur la partie logique. Comme ça donne des clés de lecture pour l'ensemble de nos auditeurs. Allons-y, oui, très bien. Le logique, c'est ce qu'on appelle le théorique. C'est un cerveau gauche qui, lui, en fait, se caractérise par la fiabilité. Pourquoi ? Tout simplement parce que le logique ou le théorique, son mode, il l'amène naturellement à contrôler les situations.
Pas un contrôle au sens du pouvoir, mais au sens de la compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à 19%, si on vous sollicite sur un sujet qui est complètement nouveau, eh bien à 19%, votre mode va vous amener en fait à vous saisir de suffisamment d'éléments pour pouvoir comprendre, vous approprier le sujet, appréhender le sujet. C'est un profil qui va être prudent, qui est très organisé, qui est méthodique, qui est structuré. Le pendant du logique par rapport à ça, c'est qu'à l'inverse du créatif, le logique, son processus décisionnel peut prendre du temps, notamment sur des sujets nouveaux. Okay. Mais la décision est sûre. Voilà. Ouais. Ah non, c'est tout à fait exact, c'est tout à fait ça. Et puis peut-être, avant de vous repasser la parole, mais j'ai pris des notes. Créatif, conceptuel, j'aime la nouveauté, la variété, c'est clair. Et c'est vrai, en termes de communication, il peut y avoir quelquefois distorsion et les bons mots ne sont pas toujours bien présents quand il faut parler de tel ou tel projet ou sujet. Je m'en suis rendu compte plusieurs fois, oui. Impatient, c'est vrai. Et commando, créatif plus pratique aussi. Alors bon, ça c'est intéressant parce que je suis au premier concerné, donc voilà, mais pour nos 80 managers de transition qui sont avec nous, j'ai bien aimé en fait, quand vous émaillez la description des conséquences ou de l'importance que ça peut avoir en mission. Oui. Parce qu'on a intitulé notre rendez-vous de ce soir bien se connaître pour mieux convaincre. Comment ensuite utilise-t-on, comment, après cette analyse que vous faites avec un manager de transition, utilisez-vous ces données à deux avec le manager de transition avant d'aller voir, par exemple, le client en rendez-vous? Alors, il y a déjà une restitution qui est systématique au manager de transition. Oui. D'accord ? Donc, on prend entre 3/4 d'heure et 1 heure, parce qu'on n'est pas avare de temps là-dessus. Pourquoi ? De façon, en fait, à donner des clés à l'intéressé. On a deux cas de figure. Soit on considère que le manager de transition peut être présenté, et à ce moment-là, ça permet de donner des clés, et ça lui donne des éléments plus précis pour se vendre et pour sortir un peu de ce qu'on entend assez classiquement en entretien ou de ce que peuvent vous demander les recruteurs en face. Quels sont vos points de force, vos points de vigilance? En fait, vous verrez, on verra après dans l'outil qu'il y a non seulement les graphes, mais il y a un certain nombre de commentaires qui complètent ça. Donc, en fait, ça donne déjà une matière première pour pouvoir se saisir de ça et avoir une présentation qui soit un peu différente de ce qu'on peut trouver classiquement. Bon. Lorsqu'à l'inverse, on a un manager de transition dont on sait a priori avec lequel on n'ira pas plus loin, ça permet là aussi de donner des clés de lecture. Ce n'est pas parce qu'on va avoir un manager de transition à qui on dit écoutez, on n'ira pas plus loin que pour autant il est mauvais. Ce n'est absolument pas en ces termes-là que ça se pose. Et notre approche là-dessus, elle est très précise. On n'est pas dans le jugement, nous ne sommes pas légitimes à ça. Il n'y a pas le bon profil ou le mauvais profil. Oui. Il y a le profil qui est le nôtre et c'est à faire avec. Donc, ça permet en fait de donner des clés de lecture et là aussi pour que le manager s'en saisisse, s'il le souhaite, bien évidemment, pour se dire c'est vrai qu'il faut peut-être que je travaille davantage cette partie-là ou pas. Et par rapport au client, parce que c'est la prolongation aussi de la question, mais on pourra en reparler après, on s'en sert, Sébastien l'a précisé, comme un outil d'intégration. Ce n'est pas un outil décisionnel, d'accord ? Ce n'est pas pour jouer sur les mots, c'est un outil d'intégration. Ça veut dire quoi ? C'est que si je partage l'écran, à nouveau, c'est toutefois concret. Oui, il y a une question qui se pose d'ailleurs, Claude. Nous nous interdisons de partager les résultats du VHA avec le client avant qu'il ait rencontré, avant qu'il vous ait rencontré. Tout à fait. On ne va pas polluer la rencontre. On débriefe post-entretien, oui, tu as raison de le préciser. Si je dois, prenons l'hypothèse où on présente François sur une mission, quelles vont être en fait les clés de recours? Un candidat qui a besoin, encore une fois, de marge de manœuvre, qui a besoin d'espace. Ça veut dire que ça ne se drive pas à reine courte. François, il faut lui laisser du champ. Il va falloir aussi être assez synthétique et clair dans les objectifs qui vont être posés. Une autre recommandation possible, c'est le fait de dire
besoin bien évidemment de contact, besoin de feedback. Et en fait, le feedback, on verra aussi, il est d'autant plus important dans le profil de François qu'il lui permet, en fait, de nourrir la dominante pratique, c'est-à-dire la recherche d'efficacité. Je suis demain le PDG et j'ai François en mission. Eh bien, en fait, ma démarche, lorsque je fais un retour, ça permet à François de se dire, OK, ça veut dire que si le boss m'a fait un retour positif, les choix que j'ai opérés, les méthodes utilisées sont avérées les bonnes. Et à ce moment-là, on est plutôt dans une spirale positive. Comme ça qu'on l'utilise. Là aussi, la vertu, même si ça n'est qu'un outil, ça permet de démystifier les outils de connaissance de soi et d'éviter qu'un client puisse avoir une lecture qui soit, j'allais dire, essentiellement réduite à 1 heure ou 2 heures d'entretien, parce qu'on ne voit pas tout. Je vous donne un exemple. Prenons l'hypothèse où François aurait une dominante logique à 30%. Eh bien, je ne l'ai pas évoqué, mais le premier contact d'un dominant logique ou théorique, il peut être perçu comme froid ou distant. Alors qu'en fait, ce n'est pas nécessairement la froideur de la distance. C'est simplement que l'intéressé est en mode de prudence, il analyse, il observe. Et on a souvent ces discussions avec les clients pour leur dire, attendez, la lecture que vous avez, elle est juste, mais elle est incomplète. Ça répond à votre question ? Très bien oui, très bien, pardon pour moi. Oui, absolument. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a encore quelques éléments de présentation? On peut passer aux questions-réponses des… Alors, on peut peut-être, oui, il y a peut-être des questions parmi vous avant de passer à la partie comportementale. Exact. On peut passer il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat, donc on va demander à ceux qui les ont indiquées de la poser par oral. Olivier Voisin, Olivier, tu peux poser ta ou tes 2 questions que tu… En décochant ton micro. Vas-y, Olivier. On ne t'entend pas. Bon. Je ne t'entends pas, Olivier. Ah, Olivier. Oui, oui, vous m'entendez, non? Ah, très bien, oui, c'est mieux. Voilà. Oui, j'ai posé 2 questions, dont une, je pense que Sébastien a déjà abordé la réponse. Première question, c'était de se dire, est-ce que ce travail était mené exclusivement entre le manager et le cabinet ou est-ce que c'était partagé avec le client? Alors, il est partagé avec le client post-entretien, c'est ce que Sébastien a précisé. C'est-à-dire que vous êtes en management de transition, vous êtes en qualification chez nous, on vous restitue bien évidemment les résultats, vous rencontrez le client et nous ne communiquons sur le profil qu'à l'issue de vos échanges avec le client, de façon à ne pas influer et ne pas conditionner ou avoir des dés entre guillemets qui seraient pipés, si je puis m'exprimer ainsi. C'est clair. J'avais posé une autre question. Je pense avoir en partie la réponse, mais on ne sait jamais. Ce travail est-il mené indépendamment d'une mission pour mieux connaître les managers en vivier? Alors oui, de plus en plus. Bien évidemment, de plus en plus. Tout à fait. D'accord. Merci. Une question intéressante qu'il va poser lui-même, là, Pierre Bourchex. Pierre, si vous décrochez votre micro. Oui, bonsoir à tous. Ouais. Alors, ma question, c'était, faites-vous le même travail avec le client? Oui. Alors, oui, nous faisons le même travail, mais plutôt sous forme d'éclairage. C'est-à-dire qu'on est dans 2 cas de figure. Soit nous sommes convaincus, ce qui est normalement le cas, par le bien fondé de la candidature, et avec un client qui serait hésitant. Et à ce moment-là, on va aller défendre le dossier. D'accord ? Soit à l'inverse, c'est le client qui, lui, nous dit, écoutez, on a un profil qui est intéressant, par contre, j'ai des doutes sur tel ou tel aspect. Et là, on va s'en servir davantage comme clé de lecture. Et on va aller plus loin, d'ailleurs, sur la deuxième partie, sur le comportement. Ça vous donnera plus d'éléments, en fait. Nous avons certains, d'ailleurs, clients qui viennent nous voir et qui nous disent « je veux répondre au VHA ». Oui. Donc, parfois, nous avons aussi quelques clés, là aussi, sans vraiment influer,
sur la rencontre à venir, mais quelques clés sur qui sera l'interlocuteur et comment est-il à partager avec notre candidat à la mission. Et puis aussi, clairement, pour tester la validité de l'outil, ce qui est légitime. Ouais. Parce qu'il y a énormément d'outils sur le marché, il n'y a pas que des bons, ça c'est clair. Oui. On en utilise très peu, mais parce qu'on est prudent par rapport à ça. En tout cas, moi, il me paraît très, très intéressant. On peut aller plus loin si vous le souhaitez, François, là, parce que je vois que oui, si vous voulez poursuivre un petit peu, oui. Ouais. Alors, oui, il y avait juste, Claude, je t'interromps une seconde, il y avait d'autres questions avant, certains qui relèvent le fait que ça ressemble au MBTI ou au modèle Herman, typiquement. Alors oui, c'est ce que j'ai évoqué en présentation. Il est issu des travaux de Tederman. Le MBTI travaille par association. La différence, c'est que c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est que le VHA est un des rares outils à donner un éclairage sur la partie comportementale. Alors que le MBTI qui travaille par association, il faut aller l'expurger, j'allais dire. Mais ça participe des mêmes fondamentaux, oui, tout à fait. Il y avait d'autres questions, Sébastien? Non, je ne crois pas. Je te laisse reprendre. Alors, en fait, si je peux, voilà, bouger ça. Donc, vous voyez que vous avez à droite ce qu'on appelle la partie comportementale avec un espèce de triptyque, acquis, ressenti, réfléchi. Si j'utilise une métaphore informatique pour faire simple, les acquis, c'est en fait l'équivalent du disque dur, c'est l'empilement de données. Le ressenti, ça serait la mémoire vive et le réfléchi, c'est le processeur. Acquis 36%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fondamentaux, ce que j'appelle en fait dans le jargon le cadre de référence de François est éminemment robuste. On considère que c'est solide à 33. Dans les acquis, on a quoi? On a deux éléments. Vous avez le normatif et le protecteur. Le normatif qui est le plus élevé chez François, c'est en fait ce qui va abriter, ce qui va héberger les principes, les valeurs. C'est le fait du parcours académique, c'est le fait de l'expérience qui est impactante, c'est ce qu'on a vu précédemment au regard de la dominante pratique, et c'est le fait de l'héritage social et culturel, c'est-à-dire de tout ce qui a pu être inculqué au regard de l'éducation. Le fait d'avoir un normatif élevé, ça amène plusieurs commentaires. Un, François est sûr de ses acquis. Pas au sens, j'ai la vérité absolue, je pense que c'est tellement que ça se pose, mais c'est au sens qu'il y a des fondamentaux, il y a des principes, des valeurs qui sont solidement ancrés et qui font que François ne fera pas de compromis sur certains d'entre eux. Ça confère une autorité naturelle, ça confère aussi de l'exigence, d'abord avec lui-même, mais également avec autrui. De temps en temps, cher François, j'en suis désolé, ça peut s'apparenter à ce que je vais appeler la souplesse du verre de lampe. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, ça peut manquer un poil de souplesse. Là aussi, c'est intéressant dans le cadre des missions qui doivent être menées. Pourquoi? Parce qu'en fonction des environnements, eh bien, on va chercher des managers qui ont un niveau, entre guillemets, de souplesse qui va être plus ou moins important. Bon. Le deuxième élément, c'est le protecteur qui fait référence, lui, à la notion de bienveillance. Alors, ce n'est pas une bienveillance morale, parce que l'outil ne mesure pas, heureusement. C'est une bienveillance au sens de l'attention qui va être portée aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a dans le profil de François quelqu'un qui est éminemment bienveillant, mais qui, en situation de tension ou de conflit, sera en capacité à exprimer l'exigence et sera en capacité à traiter. Pourquoi je dis ça? Parce que si on avait un protecteur au-dessus du normatif, à ce moment-là, c'est ce que j'appelle le démineur. Ce sont des profils qui fuient le conflit et qui, lorsqu'ils sont dans le corner, sont confrontés à ça, vont privilégier des solutions, des consensus, voire de compromis. François, en situation de conflit, aura une approche consensuelle, mais si, une fois la démarche mise en œuvre, la recherche de solutions consensuelles, malheureusement, ça ne fonctionne pas, eh bien, il tranchera. Il tranchera parce que la dominante pratique fait qu'il sait qu'il n'a pas d'autre solution pour pouvoir atteindre le résultat. Par contre, il le fera de manière bienveillante. Si à l'inverse, François avait un protecteur qui était à 7 ou 10, ben, c'est ce qu'on appelle le killer. D'accord? On trouve en fait dans certaines cultures d'entreprise. Bon. Ensuite, la deuxième composante, c'est le ressenti. Le ressenti, en fait, reflète la sensibilité émotionnelle.
Alors, ce n'est pas le niveau de sensibilité, hein, c'est le niveau de lecture, c'est le niveau de lisibilité. 31%, François, a priori, il est peu lisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quelqu'un qui le connaît bien peut avoir des difficultés à percevoir ce qu'il ressent sur le champ des émotions. C'est-à-dire que chez lui, l'émotion, elle va être intérieure. Ce qu'il a aussi, je pense notamment au DAF, je pense à des fonctions de DG, je pense à des managers de transition qui vont être en RH ou commerce, eh bien, l'aspect négociation peut être un atout pour le coup, parce qu'on aura du mal en fait à voir le jeu de François lors de sa négociation. Autre élément, premier élément du ressenti, c'est le démonstratif, c'est le fait en fait de la communication verbale et non verbale. Alors, on a un aspect qui peut être un peu antagoniste, c'est qu'on a à la fois une communication qui est réfléchie, qui est contrôlée, parce qu'on voit qu'elle est inférieure au réfléchi, mais qui est aussi empreinte d'une certaine spontanéité. Et qui fait qu'à un moment donné, si on sollicite François pour avoir son avis, on va l'avoir. Si on ne le sollicite pas, normalement, il est vraisemblable qu'on l'ait aussi. Ça va dépendre en fait de l'environnement dans lequel il va évoluer. Pourquoi? Puisque le formaliste, c'est en fait ce qui fait référence aux règles collectives. C'est la façon dont je vais me comporter avec l'autorité dans l'entreprise. C'est la façon dont je me comporte dans la file d'attente à la caisse au supermarché. J'ai 3 solutions. La première, j'essaye de piquer, si je peux m'exprimer ainsi, la place de celui qui est devant. Donc ça ne vous ressemble pas. La deuxième, je garde ma place. La troisième, j'ai une petite dame, 75 ans, avec sa canne, puis un seul produit, je laisse passer. Ça, c'est plutôt vous. Pourquoi? Parce qu'on voit que le niveau d'attachement aux règles collectives est important. Le pendant de ça, c'est que ça vous confère ce que je vais appeler dans mon jargon un côté un peu granitique breton, c'est-à-dire tenace, déterminé, et parfois têtu, clairement. Là aussi, on va le mesurer en fonction des missions et des jobs. Ça peut être un argument en fonction de ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas breton, je suis flamand, mais les flamands sont très têtus et je suis marié à une femme corse, je ne vous raconte pas à la maison. Et je n'avais pas l'arbre généalogique, mais manifestement, ça fonctionne. Voilà. Défensif, c'est le siège de l'agressivité. Alors, on n'est pas sur un profil agressif en tant que tel, mais on est sur un profil réactif. Pourquoi? Parce qu'on voit que le protecteur est au-dessus. Maintenant, de fait, François peut de temps en temps avoir une communication qui peut être cash, qui peut être directe, qui peut être abrasive, même si au fond, elle reste bienveillante. L'avant-dernier élément, c'est l'imaginatif, qui va être en fait le siège du questionnement, de la remise en cause. Donc, on voit qu'on a un imaginatif qui est élevé, mais ce qui est logique dans la mesure où le créatif est une dominante, ce qui fait que ça cogite. En permanence, en fait, ça cogite. D'accord ? Ce qui d'ailleurs fait qu'à un moment donné, en fonction des environnements et des situations, ça peut vous conférer en fait une capacité à imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il y a une espèce de prisme déformant. Alors, à la marge, parce que l'écart est peu important, mais si je suis un peu trivial, c'est le fait de temps en temps se faire des films, j'imagine des choses. Voilà. Et puis le dernier élément, c'est la tour de contrôle comportemental. Donc on voit qu'on a un comportement qui est contrôlé, avec ce que j'appelle le côté un peu tripal, a priori de François. Je prends un exemple, demain il est en mission, le président à qui il reporte décide de licencier un des membres du comité de direction. Une première question de François, vraisemblablement, qui ne sera pas forcément exprimée d'ailleurs, parce qu'on voit que le démonstratif est à 20, sera de se dire est-ce que la décision de licencier le directeur financier, comme cet exemple-là, est-ce qu'au regard de votre propre système de valeurs, cette décision vous apparaît juste ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un attachement aux fondamentaux, aux principes et aux valeurs, et donc potentiellement avec une sensibilité à la notion d'équité. Comment ça résonne, François? Eh bien, toujours très fortement et très justement. Oui, non, c'est tout ce qui est dit est exact. Enfin, j'ai pas de correction à apporter, vraiment. Je regarde un peu les notes que j'ai prises. Émotion intérieure, vous disiez tout à l'heure, oui, mais quelquefois aussi émotion exprimée également. Oui, ça fait plaisir, là. Oui. C'est la soupape. Ouais. Non, moi j'avais une question assez générale et je ne sais pas si elle a été posée dans le chat, mais
Je trouve l'outil très pertinent, enfin, en tout cas me concernant. Là, je le constate in situ, de visu. Comment je trouve que c'est très différenciant. Enfin, comment les autres cabinets, à votre avis, qui n'utilisent pas ce genre d'outils, enfin, on se demande si ceux qui ne l'utilisent pas ne passent pas à côté de quelque chose, quoi. Alors, on a une approche qui est un peu atypique, hein, c'est-à-dire que j'ai pris le soin, et Sébastien aussi, de préciser, l'aspect métier d'un manager de transition, globalement, il pèse 50% dans notre analyse. D'accord ? On considère que les gens qui sont avec des maturités importantes, il y a d'expérience. Bien évidemment, on va checker avec des prises de référence, mais ça, c'est assez classique. Mais ça, c'est l'aspect métier. En fait, nous, l'accent sur lequel on va porter qu'on va mettre, sur lequel on va porter le regard, c'est véritablement, encore une fois, cet aspect adéquation. D'accord ? Ça suppose quoi ? Ça suppose de bien connaître les clients. Et en fait, ce qu'on nous reconnaît, c'est qu'on connaît bien les clients. Et on a la chance d'avoir un portefeuille client qui nous est éminemment fidèle. Et puis après, moi, certains confrères qu'on connaît bien, moi, je les ai pratiqués pendant 25 ans en tant qu'ex-DRH, en national, international. On ne fait pas toujours le même métier. Ouais. On ne fait pas toujours le même métier. Jean-Philippe Delmas a une question qu'il peut poser, peut-être. N'hésitez pas maintenant, hein, on peut poser les questions oralement parce qu'il n'y en a pas tant que ça, donc plutôt que dans le chat, allez-y. Là où l'outil est intéressant aussi, c'est qu'il nous permet de lever des interrogations et de répondre à des perceptions clients. Il nous est arrivé vraiment à plusieurs reprises de convaincre un client qui était mitigé sur la prestation d'un candidat à la mission. Parce qu'on a levé certaines de ces interrogations et ensuite on l'a aidé en phase d'intégration à appréhender le manager en question. Ça permet aussi, je rebondis, ça permet aussi de lever des points de vigilance. Hein. C'est-à-dire qu'un candidat, une candidate, un manager de transition, eh bien, il n'est pas parfait, ça n'existe pas. Donc, c'est aussi ce qui va caractériser l'approche, et que si vous allez voir sur notre site, ce qui caractérise l'ADN, c'est la notion de parler vrai. C'est-à-dire qu'on parle vrai au manager de transition, on parle vrai au client. On n'est pas en train de vendre Superman ou Superwoman, parce que ça n'existe pas. Et l'idée, c'est d'avoir un discours en vérité, en disant les choses, en disant, si je reprends le profil de François, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que de temps en temps, il peut être difficile à convaincre. Fine. Mais ça fait aussi partie en tous les cas, de notre job. D'accord. On est assez attaché à ça, mais et encore une fois, on ne fait pas le même métier, hein, tous. Là. Et c'est vrai que c'est assez chronophage parce que à la question qui était posée tout à l'heure, est-ce que vous le faites de manière systématique? La réponse est oui. Et chez nous, ce n'est pas discutable. Donc Parce que si ça choque sur telle ou telle mission, eh bien, au moins, on considère qu'on a tenté, dans tous les cas, de donner un éclairage et de donner des clés complémentaires. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, hein, mais ce n'est pas grave, c'est ce qui nous aide à nous lever le matin. Oui, absolument. Et donc, si demain, il y a 80 managers de transition qui sont en ligne, là, qui vous font un mail en disant « je souhaiterais passer mon test ». Sébastien ? On va faire en sorte que c'est un sujet que Claude, c'est une thématique que Claude aborde dans une autre activité qu'il opère, qui est le coaching, l'accompagnement et des sujets plutôt de formation managériale que l'on monnaie, hein, il faut dire les choses, je crois, alors si je ne dis pas de bêtises pour Claude, lorsqu'on est en face de ses clients, on doit être autour de 600 € pour un questionnaire de ce type avec évidemment la prise de temps de restitution. Là, on peut trouver une façon différente de faire pour les 80 potentiels candidats qui viendraient à nous et qui diraient tiens, j'ai envie de mieux me connaître.
Sachant que, je repartage juste ça, c'est pour vous donner l'éclairage complet, c'est que vous avez ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'outil, je pense que vous le voyez, vous avez en fait les commentaires par dominante, d'accord? Donc on va retrouver ce que j'ai évoqué, mais de manière un peu plus détaillée, également en interdominance, et on va avoir aussi un certain nombre de commentaires qui ont trait en fait à la partie managériale. Donc c'est un vrai outil de connaissance de soi. Voilà, c'est assez complet. Oui. Mais après, s'il y a des gens du cercle qui sont intéressés, on discutera, François, il n'y a pas de Oui. difficulté. Mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Oui, je me doute. Là, on a fait une restitution rapide en une demi-heure en ligne. Vous la faites de façon beaucoup plus approfondie en direct avec la personne et je comprends que ça prenne du temps, évidemment. Il y avait une question, je vous interromps, il y avait une question, est-ce que c'est refacturé au client? Ça fait partie de la prestation chez nous. D'accord. C'est intégré dans la prestation. Alors, la typologie des clients, je réponds au fur et à mesure, sont en grande majorité, je parle sous autocontrôle, Sébastien, des industriels, ETI et grands comptes. D'accord? On va adresser des secteurs qui sont très différents. C'est l'agro, c'est l'automobile, c'est le luxe, c'est la cosméto, c'est le naval. Enfin, là-dessus, on n'a pas de limite, entre guillemets. Par contre, les métiers qu'on va adresser, Sébastien l'évoquait en introduction, c'est de la supply beaucoup, c'est de la direction des opérations, c'est finance, c'est RH, c'est qualité, c'est juriste aussi, pas mal. Voilà. Avec des postes qui sont aussi bien en direction générale, comme sur des postes qui sont un peu plus opérationnels en patron de département. Oui, nous avons naturellement vocation à élargir notre portefeuille de clients, mais pour rebondir sur ce que disait Claude tout à l'heure, nous avons aussi la prétention de connaître nos clients. Donc, j'aurais tendance à dire, nous n'avons pas besoin de travailler avec la terre entière. Au contraire, nous préférons bien connaître nos clients pour bien préparer aussi notre candidat à la mission et pour l'accompagner dans la durée. Il nous arrive souvent que des candidats nous disent, eh bien, ce que j'ai trouvé en arrivant, c'est exactement ce que vous m'avez décrit. Et pour nous, ça, c'est quand même très appréciable de l'entendre. Alors, il y avait deux questions. Là, une question de Laurence qui est de dire, alors je l'ai perdue, je ne sais pas si vous pouvez la réafficher. Hop. Ou la poser en direct. Laurence, allez-y, oui. Oui, s'il vous plaît. Alors, moi, je me demandais si, via ce test, il arrive parfois que finalement, je veux dire, ensemble, hein, vous avec le candidat, vous arriviez à la conclusion que finalement, ce n'est pas un métier pour cette personne, enfin pour le candidat. Il s'est positionné soit sur le métier de manager de transition, soit sur un axe dans cette profession, hein, un domaine d'expertise, on va dire, et que finalement, en fait, c'est pas pour lui ou c'est pas pour elle. Alors oui, ça arrive. Oui, ça arrive. La réponse est oui, clairement. Et notre responsabilité, encore une fois, c'est de dire les choses. Ça arrive à la marge. Alors, on est peu confronté, Sébastien, tu complètes, on est peu confronté à une inadéquation en termes de métier. On va plus être confronté notamment à une photo sur le comportement et un mindset qui ne colle pas avec la culture d'entreprise. Je vais vous donner un exemple, alors je suis dans l'excès et dans l'amalgame, c'est pour l'exemple. Il est évident que si on souhaite intégrer un patron des opérations industrielles chez un de nos clients verriers historiques, 4 siècles d'histoire, avec des valeurs de bienveillance, de respect fort, et que je viens mettre en face, j'ai repéré Jean-Pierre Sauvêtre, il va se parer, parce qu'on a bossé ensemble dans les années là. Je viens mettre en face un Valéoman pur jus dans l'amalgame, très orienté résultat, très court terme, qui est brutal, eh bien ça ne matche pas. Ça veut dire que l'outil, ce n'est pas un outil décisionnel, mais il va nous permettre, encore une fois, de conforter ou d'infirmer la lecture que Sébastien ou moi-même, on a pu avoir lors de nos échanges. Et nous saurons l'exprimer, nous saurons le dire au candidat en question. Ah oui, c'est dit, oui. OK. Merci. Il y avait une autre question tout à l'heure, mais je l'ai oubliée. Allez-y, posez les questions en direct.
Oui, la publication d'émissions, eh bien, dans la très grande majorité des cas, on ne passe pas d'annonce. Donc, on est vraiment dans une démarche de vivier, d'entretien d'un vivier de candidats et d'approche en direct. Nous décrochons notre téléphone pour appeler les candidats qui nous paraissent les plus pertinents, ceux que nous connaissons ou ceux que l'on découvre avant tout par un profil ou un CV. Mais d'où l'intérêt de nous faire ce test en amont, alors. Ça peut. Mais encore une fois, c'est du temps. Oui. Cyril, vous aviez une question, je crois. Cyril Bonin. Oui, merci de me donner la main. Je voulais réagir sur la structure qui n'est pas tout à fait une ENT qu'on a l'habitude de le voir, puisque vous êtes une société d'intérim. Et donc, vous n'avez pas du tout la souplesse de prendre des gens en portage salarial ou en société. Est-ce que c'est bien cela? Oui, alors, je vais corriger un peu le propos. L'intérim, paradoxalement, a une certaine souplesse. D'accord? Comme l'a évoqué Sébastien en début d'échange, c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix parfaitement réfléchi. D'abord pour éviter le délit de marchandage. Pourquoi? Parce que les sociétés de transition, normalement, devraient embaucher en CDI les managers et mettre en intercontrat entre deux missions. D'accord? Pour en connaître un certain nombre, il n'y en a pas beaucoup qui respectent, on va dire, la législation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client prend un risque, nous prenons un risque, et le collaborateur peut en prendre un. Donc, c'est ce choix-là, en fait, qui a guidé le… Voilà. Ensuite, l'intérim, c'est ce qu'on évoquait aussi, permet de porter mandat. C'est-à-dire que très souvent, on voit avec d'autres sociétés qui font très bien le job, j'en pose, on va à ce moment-là aller signer des CDD sur une journée ou sur 2 jours lorsque j'ai, si je suis sur la partie RH, un comité de groupe ou un CSE à piloter. Là, le problème ne se pose pas. L'intérêt potentiellement du portage, c'est ce que vous évoquez, c'est éventuellement le coût, bien évidemment. Par contre, le modèle qu'on a, que nous, on met en œuvre, fait qu'on accompagne, en fait. Alors, on n'est pas du genre à organiser les petits déjeuners, hein, ce n'est pas notre culture. On est plutôt sur des suivis de missions qui se font dans la durée avec Sébastien et moi-même pour prendre la température à la fois avec le manager de transition et puis avec le client. Mais on n'exclut pas à terme d'ouvrir sur le portage. Pour l'instant, ce n'est pas l'actualité, mais on est en train de réfléchir à ça. Okay. Ce que nous constatons d'ailleurs complété, c'est que de plus en plus de managers n'ont aucune religion à ce sujet. Certains pratiquent le portage, ils sont salariés d'une structure de portage le temps de leur mission. Ils vont très naturellement vers le contrat d'intérim en disant « je serai salarié comme je l'ai été auparavant ». Certains, comme vous peut-être, opèrent leur propre entité juridique, mais viennent à y déroger lorsqu'ils disent bah, « tiens, j'ai mis ma structure en sommeil parce que j'étais en CDD pendant 1 an ». Ou alors, en effet, j'ai moi aussi été, les anglo-saxons, les cabinets anglo-saxons qu'on connaît bien le pratiquent, en contrat d'intérim à un moment ou à un autre. Donc aujourd'hui, on a assez peu finalement d'objections. Il y a une question sur le coût là, entre le portage salarial. Alors, le portage salarial, soit vous êtes manager de transition indépendant, entre guillemets, vous trouvez une société de portage, à ce moment-là, vous travaillez en direct, mais ça veut dire qu'il n'y a pas la prestation d'accompagnement de conseil qu'on peut offrir ou de suivi. Donc, bien évidemment, le coût n'est pas le même, puisque nous, on marche bien évidemment au travers d'un coefficient qui est négocié avec le client comme n'importe quel contrat d'intérêt. Par contre, si je peux vous apporter mon avis par rapport à ça, c'est que quand j'ai eu recours au portage, c'est à chaque fois quand mon client ne voulait pas d'autres façons de facturer qu'une facture de prestat. Et comme moi, je voudrais rester avec le statut salarié, j'ai contourné par le portage. Mais du coup, ma question ou mon étonnement,
par rapport à votre formule, ça aurait été plutôt de vous demander si vous n'avez pas des fois des clients qui refusent parce que justement, vous ne proposez que l'intérim. Pas pour l'instant. Non. Ça n'arrive pas, d'autant plus qu'en général, le client, il connaît le contrat d'intérim. Il le connaît par l'intérim basse qualification, il faut le reconnaître, mais il le connaît. Il en connaît les rouages, il le trouve très sûr, il ne fait pas forcément d'obstruction. Et puis, on a peut-être aussi cet atout, et on constate vraiment, de pouvoir, si c'est nécessaire, on va éviter de le faire, on va dire, ajuster un peu notre taux aussi. Et ça nous porte souvent en deçà du coût d'un portage salarial. Oui, pourquoi? Parce qu'on est sur des durées de mission moyennes de 8 mois, 8 mois et demi à peu près. Et bien évidemment, on est assez fréquemment sollicité sur des missions de 12, 18 mois. Et à ce moment-là, c'est aussi le fait de la négociation et c'est normal. On est amené à réduire le taux, par exemple, en sifflet dans la durée. Une question combien de missions annuelles, Sébastien? Nous avons, alors on peut dire les choses, nous avons lancé 26 missions l'année dernière. Donc, on reste modeste, mais tout ça va clairement dans le bon sens, puisqu'en fait, on est en croissance depuis 2018 maintenant. Et d'ailleurs, ces 3 premiers mois, là, je pense qu'on fait notre plus haut historique depuis le début de l'année. Donc la tendance est très positive pour nous. On ne veut pas non plus faire, ça peut paraître surprenant, mais l'approche ne vise pas à privilégier le volume pour le volume. La philosophie de Vita, ce n'est pas de faire des coups, ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment de s'inscrire dans le temps. Plus on est en confiance, alors c'est d'une banalité affligeante, hein, mais plus on est en confiance avec les clients, plus ils savent la façon dont on fonctionne. Et quelque part, c'est un atout qui fait que lorsqu'il a une mission, et bien naturellement, il va nous solliciter. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein, bien évidemment. Hein. Ok, très bien. Et donc, le marché en ce moment, vous le constatez dynamique depuis le début de l'année? Oui, moi j'aurais tendance à dire en effet qu'il est plutôt porteur, plus sensiblement reprise. L'année 2021, je pense que Claude confirmera, nous l'avons trouvé encore très attentiste, avec beaucoup d'immobilisme. Donc nous ne ferons pas partie de ces cabinets qui feront des effets d'annonce en disant 2021 était booming. Je pense que 2022 est davantage engageant. Oui. Il y avait une question de Jean-Philippe, là, tout à l'heure. Oui, je voulais savoir, avez-vous eu, en tant que Vita, des missions que vous n'avez pas pu satisfaire par manque de ressources? Sébastien? Oui. Et alors, plus par le fait que nous soyons, c'est le marché comme ça, en concurrence avec d'autres cabinets, d'autres EMT. Donc ça nous arrive en effet de ne pas être ou les premiers ou ceux qui auront présenté le candidat retenu. Manque de ressources, ça nous arrive, mais beaucoup plus à la marge, vraiment sur des fonctions extrêmement spécifiques où nous ne venons pas à faire bouger les lignes et à faire entendre aux clients qu'on ne trouvera pas. Donc ça vient souvent en fait d'un cahier des charges qui est extrêmement précis et sur lequel le client n'a aucune marge de manœuvre. À ce moment-là, là aussi, nous savons l'exprimer et nous préférons, pour conserver une bonne relation avec notre client, lui dire que nous ne serons pas ceux qui pourront répondre aux besoins. Pour répondre à votre question, Jean-Philippe, ça nous est arrivé à la marge, je vous cite un exemple qui est assez récent, qui était inhérente en fait à une durée de mission qui était éminemment courte. On nous demandait en fait un DRH pour une mission de 6 à 8 semaines. Et là, objectivement, ce n'est pas vendeur. Alors, soit on a le vivier qui permet de répondre tout de suite. Et là, voilà. Donc là, on n'a pas trouvé. On n'avait pas leur. C'est super. D'ailleurs, notre positionnement n'est absolument pas là. Certains cabinets que vous connaissez bien interviennent même sur des missions un peu spot de diagnostic, d'audit, de conseil pour quelques semaines.
le positionnement naturel de Vita, c'est la mission forte intensité sur plusieurs mois. Donc, si on ne va pas se positionner sur venez faire un audit pendant 15 jours. Ça sort du cadre du manager de transition, ça, en même temps. Oui, absolument. Oui. Mais on l'entend assez régulièrement à parler avec nos managers de transition. Et dernière question. Oui, pardon, Jean-Philippe, excusez-moi. Oui, je disais, et dernière question. Le manager de transition, par définition, est quelqu'un qui a pour mission aussi d'essayer de trouver sa mission. Et si on est apporteur d'une mission parce qu'on a déjà initié un premier contact avec un client, est-ce qu'on peut venir vous voir pour contractualiser sous la forme d'un intérim? Ça nous est déjà arrivé, Jean-Philippe, oui, tout à fait. D'accord. Il y a un élément d'information que je voulais juste rajouter, c'est que 40%, c'est 40%, je crois, je dis pas de bêtises, de nos missions se transforment en CDI. C'est à peu près cet ordre-là, hein, Sébastien. Oui, la tendance a augmenté. On a été pendant longtemps une mission sur 4. Et là, ça a tendance à croître. Évidemment, notre rôle n'est absolument pas de promettre ni de garantir. Et dans certains cas, ou dans la majorité des cas, on ne le sait pas. Maintenant, le marché a quand même tendance à changer. Vous avez peut-être été appelé à certains moments par des cabinets qui vous disent mission de transition qui fait office de pré-embauche. Nous avons parfois cette demande aussi, hein, très claire du client. On va prendre quelqu'un pendant 6 mois et surtout, trouvez-nous quelqu'un qui pourrait se projeter dans la durée. Ça nous arrive. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, ce n'est pas non plus ce que nous pouvons appeler du management de transition. En termes de tarifs, on n'est plus sur les mêmes registres là aussi. Hein. Oui, alors nous, on pratique les mêmes honoraires à travers le contrat d'intérim. La différence, c'est que lorsque les choses sont claires, et elles le sont assez souvent, en général, on ne pratique pas d'honoraires, nous, de basculement management de transition CDI. Ce n'est pas la politique de la maison. Ça peut arriver à la marge lorsque le client nous dit, ben voilà, on part normalement sur 1 an, et puis au bout de 4 mois, le client nous dit, bah, écoutez, votre manager, il est quand même vachement bien, donc on va l'embaucher. Donc là, évidemment… Mais c'est vrai que nous ne sommes pas dans cette démarche non plus de lier le manager de transition à Vita. Au-delà d'une période, typiquement 6 mois, tout est ouvert, tout est libre et le candidat est tout à fait libre de taper dans la main d'un client, même 1 an après s'il se recroise, hein, finalement. Ce que je vous propose, il est 19h45, l'heure annoncée, promise, est déjà bien dépassée. On a été bavards, hein, pardon. Comment ? Nous avons été bavards, pardon. Ah oui, non, mais c'était très intéressant, donc je ne pense pas que les participants y vont redire, mais s'il y a 1 ou 2 dernières questions, on les prend. Sinon, on va conclure, mais est-ce qu'il y a peut-être, j'en aurais une. Jérôme Guillemot, j'ai compris tout à l'heure que vous étiez uniquement enfin, pas uniquement, mais essentiellement dans des secteurs industriels, enfin, dans des clients industriels. Ça veut dire que vous n'avez rien au niveau service financier, ou beaucoup moins. Ça, c'est la première chose. Et à l'international… Aujourd'hui, nous sommes nettement moins présents dans les services financiers, banque, assurance. C'est vrai, ce n'est pas la coloration du cabinet. Ceci étant dit, les choses vont évoluer d'ailleurs, puisque nous devrions accueillir un consultant dans le courant du mois de juin qui, lui, depuis 7 ans, pratique la banque assurance. Donc, c'est l'occasion, pourquoi pas, voilà, d'aller sur ces métiers. L'international, nous sommes en mesure, nous sommes sollicités parfois. Si nous sommes en mesure de répondre, nous répondons. Si nous ne disposons pas des bons contacts dans le pays en question, nous préférons ne pas nous engager. Je n'ai pas compris. Quand vous dites le bon contact, ça veut dire le bon manager de transition soit le manager que nous connaissons, soit un cabinet que l'on pourrait connaître et avec qui on pourrait nouer un partenariat. Si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas de solution à proposer à notre client, nous préférons décliner. D'accord.
je vous propose de terminer Merci. là. Oui, encore une observation, une remarque? Non, je disais juste merci, c'est très complet. OK. Je veux simplement terminer cet échange avec Vita par vous montrer quel va être avant de vous montrer quel va être le programme des 3 prochaines semaines. Comme chaque fois, j'aime bien recueillir l'avis des participants. Et vous avez vu, je l'ai mis plusieurs fois dans le chat, mais mettez grâce à ce lien que vous pouvez cliquer en ligne ou grâce à ce QR code, et bien mettez vos appréciations, vos idées d'amélioration. Soyez sincères comme c'est écrit là. Hein, c'est grâce à vos remarques que l'on progresse. Donc, n'hésitez pas, prenez le temps de faire ça ce soir, puisque vous venez de cliquer sur ce lien et qu'il reste dans votre barre, tout en barre d'URL. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, vous dire que les 3 prochains webinaires vont être, alors non pas lundi prochain, qui est férié, mais le lendemain, mardi 19, une réunion, un webinaire entre abonnés du cercle. Le cercle, c'est plus de 200 abonnés et plus 1000 managers de transition qui sont référencés sur le cercle. Lundi 25, nous recevons Béatrice Louvet, qui est directrice du département management de transition et recrutement cadre d'ailleurs d'Upskills. Elle a une longue expérience dans le domaine du management de transition. Et puis, le 2 mai, nous recevons Stéphane Fargette de KLB Group, qui est responsable lui aussi de la practice management de transition. Il a aussi une longue expérience dans cette activité-là. Il est passé par plusieurs cabinets et ça va être très intéressant de les entendre tous les deux. Donc, lundi 25 et lundi 2 mai, allez vous inscrire sur le site du Cercle ou abonnez-vous sur LinkedIn à l'actualité. Et c'est d'ailleurs par ce dernier slide que je vais terminer, avant de remercier nos invités. Hein, n'hésitez pas à suivre l'actualité du Cercle. C'est là que tout se passe, hein, pour ne manquer aucun événement sur LinkedIn. Hein, allez-y. Et puis, commentez les posts du Cercle, parce que c'est en les commentant que vous faites remarquer des cabinets de management de transition qui sont abonnés au site du Cercle. Hein, et donc, n'hésitez pas à commenter les posts, à les partager. Ça n'est que bénéfique pour vous. Voilà, je voulais remercier en votre nom Sébastien et Claude. La soirée a été très intéressante. Hein, c'est d'ailleurs la première fois qu'on creuse un outil comme VHA. C'est VHA, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme celui que vous nous avez présenté. Et vraiment, quelqu'un le disait d'ailleurs dans les commentaires, ça devrait faire partie de l'arsenal de tout cabinet de management de transition, ou en tout cas, parce que ça permet vraiment à la fois au cabinet et à la fois au client final de bien connaître les caractéristiques, les soft skills aussi, mais pas que, et plus que ça, je trouve, des managers de transition qui lui sont présentés. Donc, je suis, alors l'exemple qui a été donné me concerne au plus haut chef et était d'une justesse assez remarquable. D'ailleurs, il faut qu'on reprenne rendez-vous, Claude, pour débriefer un peu plus. Donc, merci à vous deux. Merci Claude, merci Sébastien, c'est fut un plaisir. Et je donne rendez-vous à tout le monde, aux abonnés dans 8 jours et aux autres dans 2 semaines. Merci François pour votre invitation et merci à toutes et à tous. Voilà, le mot de la fin est pour vous. Bonne continuation et au plaisir de se croiser. Ça marche, merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Allez, au revoir. Merci.